Il l'appelait la chercheuse d'or qui a creusé sa propre tombe. Quand le marteau est tombé, finalisant le divorce le plus brutal dans l'histoire de New York, Linda se tenait dans un silence absolu. Pas de larmes, pas de cris. Elle a simplement signé les papiers qui l'ont dépouillée de chaque sou, la laissant avec rien d'autre que les vêtements sur son dos. Son mari, le magnat de la technologie Marcus Thorne, a ri en sortant avec sa jeune maîtresse à son bras, pensant qu'il avait gagné. Il ne savait pas que le silence de Linda n'était pas une défaite. C'était un compte à rebours. Parce qu'au moment où elle est sortie de cette salle d'audience, un secret valant des milliards était sur le point d'être libéré. Un qui ne ruinerait pas seulement Marcus, il l'effacerait. L'air dans la cour supérieure de Manhattan était vicié, recyclé et lourd de l'odeur de cologne chère et de malheur imminent. Pour la galerie de spectateurs, reporters et paparazzi affamés, ce n'était pas juste une procédure légale. C'était une exécution publique. Linda Vance était assise seule à la table de la défense. Sa posture était rigide, son visage un masque d'indifférence de porcelaine. Elle portait un simple tailleur anthracite prêt-à-porter, un contraste frappant avec la laine italienne sur mesure portée par l'homme assis à 10 pieds. Marcus Thorne, le PDG de Thorne Dynamics, le visionnaire de la décennie. Il était assis le bras drapé nonchalamment sur le dossier de sa chaise, chuchotant quelque chose à l'oreille de son avocat principal, Sarah Jenkins, un requin en louboutin qui n'avait jamais perdu un cas de divorce de haut profil. Monsieur Thorne soutient que la défenderesse, Madame Vance, ait contribué précisément zéro à l'évaluation de Thorne Dynamics, a annoncé Sarah Jenkins, sa voix tranchant à travers la salle d'audience. Elle marchait devant le juge Arthur Pendleton, tenant un épais dossier financier. En fait, pendant leurs 5 ans de mariage, Madame Vance n'a aucun dossier d'emploi, aucun actif à son nom, et a vécu entièrement de la générosité de mon client. L'accord prénuptial est en béton armé. Elle part avec ce avec quoi elle est venue. Rien, murmura la galerie. C'était humiliant. Il peignait Linda comme une sangsue, une femme qui avait attrapé un milliardaire et essayé de s'accrocher pour sa chère vie, seulement pour être secouée. Marcus regarda Linda. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, contenaient un éclat de pitié triomphante. Il s'attendait à ce qu'elle se batte. Il s'attendait à ce qu'elle crie à propos des nuits où elle est restée éveillée à l'aider à pratiquer ses présentations, ou la fois où elle l'a soigné à travers les ulcères induits par le stress quand l'IPO a presque échoué. Mais Linda ne dit rien. Madame Vance. Le juge Pendleton regarda par-dessus ses lunettes. Avez-vous des contre-arguments concernant la validité de l'accord prénuptial? Linda se leva lentement. Ses mains étaient jointes devant elle. Elle regarda Marcus, puis le juge. Non, votre honneur, j'accepte les termes. Un soupir traversa la pièce. Même Sarah Jenkins parut momentanément stupéfaite. Ils s'étaient préparés pour un bain de sang, une longue bataille prolongée pour la pension alimentaire. Vous acceptez? Demanda le juge, clarifiant. Vous comprenez que cela vous laisse sans pension alimentaire, sans droit aux propriétés matrimoniales au Hampton ou à Aspen et sans option d'achat d'actions? Je comprends, dit Linda, sa voix stable, basse et terrifiante de calme. Je ne veux rien de M. Thorne. Je demande seulement que mon nom de jeune fille soit restauré immédiatement. Marcus gloussa, un son qui fut capté par les microphones. Il se pencha en avant. Laissez-la avoir le nom, dit-il assez fort pour que la presse entende. C'est la seule chose qu'elle possède. Le marteau tomba avec un son comme un coup de feu. Ainsi ordonné, divorce accordé. Alors que le tribunal ajournait, le chaos éclata. Les reporters envahirent l'allée. Marcus se leva en boutonnant sa veste et fut immédiatement rejoint par une jeune femme qui était assise au premier rang. Jessica Miller, son assistante exécutive de 24 ans, et la raison pour laquelle le mariage avait pris fin. Jessica s'accrocha à Marcus, exhibant une bague en diamant plus grosse que celle que Linda avait jamais portée. « Marcus,
Qu'est-ce que ça fait d'être un homme libre? Un reporter cria. Cela semble profitable, a plaisanté Marcus, affichant son sourire gagnant. Il se tourna vers Linda, qui ramassait ses quelques papiers. Il s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel. Tu as été intelligente de renoncer, elle, murmura-t-il, son haleine sentant la menthe et l'arrogance. Presque. Bonne chance avec la recherche d'emploi. J'entends que Starbucks recrute. Linda le regarda finalement dans les yeux. Pendant une seconde, le masque glissa et Marcus vit quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la colère. C'était le regard d'un prédateur regardant sa proie entrer dans un piège. « Profite du tour d'honneur, Marcus, » dit Linda doucement. « Tu as gagné ce qui t'attend. » Elle se tourna et sortit par la porte latérale, contournant la presse, se glissant dans l'ombre des rues animées de New York. 3 semaines plus tard, le penthouse surplombant Central Park était un lointain souvenir. Linda vivait maintenant dans un appartement sans ascenseur au 4e étage dans le Queens. La peinture s'écaillait. Le radiateur cliquetait comme un moteur mourant et la vue était un mur de briques. Pour le monde, Linda Vance avait cessé d'exister. Les tabloïds ont publié leurs histoires pendant quelques jours. Thorne coupe le gras, l'ex-femme silencieuse, des richesses au haillon, et puis est passé au scandale suivant. Marcus était partout sur la couverture de Forbes, lançant sa nouvelle initiative d'IA et en vacances à Saint-Tropez avec Jessica. Mais à l'intérieur de l'appartement exigu, l'atmosphère était loin d'être désespérée. C'était opérationnel. La petite table à manger était couverte non pas de factures impayées, mais de 3 ordinateurs portables puissants, d'un téléphone satellite sécurisé et d'un coffre-fort biométrique. Linda était assise dans une chaise ergonomique bon marché, tapant furieusement. La femme timide et calme de Marcus Thorne était partie. À sa place se trouvait la femme qu'elle avait été avant de le rencontrer, la femme qu'elle avait cachée pour se protéger d'un passé bien plus dangereux qu'un tribunal de divorce. Son téléphone a vibré, une ligne cryptée. Elle l'a décroché. « Statue, dit-elle. Le transfert est complet, maman. » Une voix masculine répondit. Britannique profond et différentiel. C'était Julian, son plus ancien confident. Le conseil d'administration de Thorne Dynamics se prépare pour l'examen trimestriel. Marcus pousse pour l'acquisition de Vanguard Tech. Il fait levier sur tout pour l'obtenir. Il est en surextension, dit Linda, ses yeux balayant des flux de données sur l'écran central. Il pense que le prix de son action est invincible à cause des nouvelles du divorce. Il pense qu'il s'est débarrassé du poids de mort. Il est arrogant, Julian acquiesça. Mais il est toujours le visage public majoritaire. Les actionnaires l'aiment. Ils aiment la projection de lui, corrigea Linda. Ils ne savent pas qui tient réellement la laisse. Elle ouvrit un fichier nommé Projet Uraor. C'était un réseau complexe de sociétés écrans, de trusts offshore et de sociétés de capital risque. La plupart des gens savaient que Marcus Thorne avait démarré Thor Dynamics avec un investissement providentiel massif il y a 5 ans. Ce que personne ne savait, ce que même Marcus ne savait pas, était la source de cet argent. Il croyait que cela venait d'un consortium d'investisseurs anonymes à Zurich. Il avait tort. L'argent venait du domaine Vance. Linda n'était pas juste une personne de nulle part. Elle était la seule héritière de l'empire Vance Titanium, un héritage de richesse industrielle si vieux et si privé qu'il n'apparaissait pas sur les listes de Forbes parce qu'il payait pour le garder hors. Elle s'en était éloignée il y a 10 ans pour vivre une vie normale, pour trouver l'amour sans la complication de sa valeur nette. Elle pensait avoir trouvé cela avec Marcus. Elle avait utilisé un mandataire pour financer son rêve, gardant son identité secrète afin qu'il ne se sente jamais inférieur, afin qu'il se sente comme un homme autodidacte. Elle avait joué la femme au foyer de soutien, tamisant sa propre lumière pour qu'il puisse briller. Et il l'a remboursée en la trompant avec son assistante et en l'humiliant devant le monde. « Maman,
La voix de Julian coupa ses pensées. L'invitation pour le gala de charité métropolitain a été sécurisée. Marcus et Jessica seront les invités d'honneur. Parfait, dit Linda. Elle se leva et marcha vers le petit placard. À l'intérieur, enveloppée dans du plastique, se trouvait une robe qui coûtait plus cher que l'immeuble entier où elle vivait. Prépare la voiture, Julian. Pas la berline, la Phantom. Et votre identité pour la soirée? Linda Vance est morte, dit-elle froidement. Ce soir, présentez-moi comme la présidente de Evo Holdings. Elle raccrocha. Sur l'écran de son ordinateur portable, un graphique montrait le cours de l'action de Thorne Dynamics. C'était haut, historiquement haut. « Montez plus haut, Marcus », murmura-t-elle à la pièce vide. « La chute te tuera plus vite. » Pendant que Linda complotait dans le Queens, Marcus Thorne buvait du champagne dans un bureau au mur de verre 60 étages au-dessus de Manhattan. « Bébé, viens voir cette vue. » Jessica roucoula, appuyée contre la fenêtre. Elle portait une robe de soie qu'elle avait trouvée dans le placard, une que Marcus n'avait pas pris la peine de lui dire qu'elle avait appartenu à Linda. Marcus fit tournoyer son verre. « J'ai vu la vue, Jess. C'est ma ville. Notre ville, corrigea-t-elle avec une moue. Juste la nôtre. » Marcus sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Depuis le divorce, un étrange malaise s'était installé dans son ventre. C'était trop silencieux. Il s'était attendu à ce que Linda revienne, suppliant pour de l'argent. Il s'était attendu à un appel téléphonique ivre. Rien. Monsieur Thorne, Marcus se tourna. Son directeur financier, David Bradley, se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air pâle. « Pas maintenant, David, je célèbre. » « C'est à propos de l'acquisition de Vanguard, » dit David, entrant dans la pièce et fermant la porte. « Nous avons un problème. Une transaction bloquée. » Marcus fronça les sourcils, posant son verre. « Bloqué par qui? La FTC? Non, par notre groupe d'investisseurs principal, le consortium de Zurich. » Marcus rit. « C'est impossible. Ils ont été des partenaires silencieux pendant 5 ans. Ils encaissent les chèques, ils ne votent pas. Ils votent maintenant, dit David, tendant une tablette. Ils ont gelé les actifs liquides. Nous ne pouvons pas acheter Vanguard sans leur approbation. Et ils ont convoqué une réunion d'urgence. Quand? Ce soir. Au gala. Le gala est une fête, pas une salle de conseil. Marcus claqua. Qui est-ce le représentant? Ils ne diraient pas. Alston juste dit que l'associé gérante de Heavy Holdings, la société mère du groupe de Zurich, serait présente et ils veulent vous parler. Marcus desserra sa cravate. Il n'aimait pas ça. Heavy Holdings. Il n'avait jamais entendu ce nom. Il avait toujours traité avec des intermédiaires. Pourquoi sortir de l'ombre maintenant? Bien. Marcus grogna. S'ils veulent jouer dur, nous jouerons. Je suis le visage de cette entreprise. Sans moi, leur investissement ne vaut rien. Je les charmerai, qui que ce soit. Elle, corrigea David. Marcus marqua une pause. Elle. Le mémo faisait référence à l'associée gérante comme elle. Marcus ricana. Super. Une autre femme à gérer. Mettez l'équipe juridique en attente, mais gardez-les hors de vue. Je ne veux pas effrayer les investisseurs. Je m'occuperai de cette femme ce soir. Obtenez son approbation et que ce soit fait. Il marcha vers Jessica et embrassa son front. Changement de plan, bébé. Ce soir n'est pas juste une fête. C'est du business. Porte la robe rouge. Nous devons ressembler à des royautés. Alors que Jessica piaillait de joie, Marcus regarda à nouveau par la fenêtre. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres rouges sang sur la ville. Il ressentit cette démangeaison à nouveau, ce sentiment d'être regardé. Il l'a secoué. Il était Marcus Thorne. Il venait de gagner la plus grande bataille de sa vie contre sa femme. Il n'avait pas peur d'une bureaucratique d'entreprise. Le gala de charité métropolitain était le battement de cœur du calendrier social de New York. C'était un endroit où les alliances étaient forgées, les fortunes étaient exhibées, et les réputations étaient soit polies jusqu'à briller, soit brisées sur le sol de marbre. Marcus Thorne marcha sur le tapis rouge avec la confiance d'un roi.
Les caméras clignotaient dans un rythme staccato aveuglant. Il resserra sa prise sur la taille de Jessica. Elle rayonnait, s'imprégnant de l'attention, posant exactement comme elle l'avait pratiqué devant le miroir. Elle portait une robe cramoisie brillante avec un décolleté plongeant, forte, agressive et indéniablement sexy. Monsieur Thorne, par ici. Est-il vrai que Thor Dynamics acquiert Vanguard? Un reporter du Wall Street Journal cria. Marcus fit un pouce levé. De grandes choses arrivent. Restez à l'écoute. Il se sentait invincible. L'inquiétude précédente concernant l'investisseur mystérieux s'était estompée avec le premier verre de champagne millésimé. Il était Marcus Thorne. Il pouvait charmer n'importe qui. À l'intérieur de la grande salle de bal, l'atmosphère était lourde de l'odeur de lys et de vieil argent. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin. Marcus navigua dans la pièce, serrant la main de sénateur et de magnat de la technologie, présentant Jessica comme sa partenaire. « Où est cette femme mystérieuse de Evo Holdings? » Jessica murmura, ennuyée. « Je veux voir si sa robe est meilleure que la mienne. Elle est probablement une vieille harpie en tailleur-pantalon. » Marcus ricana. « Ne t'inquiète pas pour elle, je m'occuperai des affaires. Toi, tu as juste l'air jolie. » Soudainement, la pièce changea. Ce n'était pas un bruit, mais son absence. Le bavardage près de l'entrée s'éteignit, se propageant vers l'extérieur jusqu'à ce que toute la salle de bal tombe dans un silence confus. Le quatuor à cordes hésita, puis s'arrêta. Tous les yeux se tournèrent vers le grand escalier. Au sommet se tenait une femme. Elle portait une robe de velours noir minuit qui semblait absorber la lumière autour d'elle, structurée et architecturale, épousant une silhouette à la fois élégante et imposante. Des diamants, de vrais, lourds diamants vintage, dégoulinaient de ses oreilles et encerclaient son cou. Ses cheveux, habituellement tirés en un chignon désordonné pendant son mariage, étaient maintenant une cascade élégante et sombre le long de son dos. Mais ce n'était pas la robe, c'était le visage. Marcus laissa tomber sa flûte à champagne. Elle se brisa sur le sol, projetant du verre et du liquide sur la robe rouge de Jessica, mais aucun d'eux ne le remarqua. « Linda », Marcus murmura, sa voix se brisant. C'était elle. Mais ce n'était pas la Linda qu'il connaissait. La Linda qu'il connaissait était douce, s'excusant et reculait devant le conflit. Cette femme descendit les escaliers avec la grâce lente et prédatrice d'une panthère. Elle ne regarda pas le sol, elle regardait droit devant elle, ses yeux balayant la pièce avec un regard qui rejetait les milliardaires comme de simples paysans. Un murmure éclata dans la foule. « Est-ce l'ex-femme? Je pensais qu'elle était démunie. Regardez ces diamants. C'est le collier Romanov. Cela appartient à la collection de la famille Vance. » Linda atteignit le bas de l'escalier. La foule s'écarta instinctivement, créant un large chemin. Elle ne marcha pas vers le buffet ou le bar. Elle marcha directement vers la table VIP réservée au conseil d'administration de Thorne Dynamics. Marcus, se remettant de son choc, ressentit une montée de colère. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle apparaître ici comme ça, essayant de lui voler la vedette? Elle a dû dépenser tout son règlement de divorce. Non, elle n'a pas obtenu de règlement. Elle a dû trouver un sugar daddy, c'était ça. Elle avait trouvé un vieux fou pour sponsoriser sa tournée de vengeance. Il se précipita vers elle, l'interceptant au milieu de la pièce. Jessica trottait derrière lui, essayant d'essuyer le champagne de sa robe. Linda, Marcus siffla, lui attrapant le bras. Elle s'arrêta. Elle regarda sa main sur son bras, puis son visage. Son expression était de léger dégoût, comme si un chien errant lui avait sauté dessus. « Retire ta main, Marcus, dit-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un froid qui le glaça. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais? » Marcus demanda, baissant sa voix mais augmentant l'intensité. « As-tu fait irruption à cette fade? »« Qui t'a fait entrer? Si tu es ici pour mendier de l'argent, c'est le mauvais endroit. Tu te ridiculises. » Linda secoua doucement son bras pour se libérer. Elle brossa l'endroit où il l'avait touché comme si elle essuyait de la saleté.
Je ne suis pas ici pour toi, Marcus. J'ai des affaires à régler. Faire, Jessica rit. Un son aigu et nerveux. Quelles affaires? Nettoyer les tables? Linda tourna son regard vers Jessica. Elle ne cligna pas des yeux. Elle regarda la jeune femme de haut en bas, disséquant son insécurité en une seule seconde. Belle robe, Jessica. C'est dommage qu'elle soit tachée. Le tissu bon marché absorbe le liquide si vite. Jessica haleta. Sécurité. Marcus fit signe à un garde proche. Sortez cette femme d'ici. Elle n'est pas sur la liste. Le chef de la sécurité, un homme imposant nommé Frank, qui connaissait Marcus depuis des années, s'approcha, mais il ne regarda pas Linda. Il regarda Marcus avec une expression apologétique. « Je ne peux pas faire ça, Monsieur Thorne, » dit Frank. « Que voulez-vous dire que vous ne pouvez pas? Je suis le conférencier principal. C'est une intruse. » « Elle n'est pas une intruse, Marcus. » Une voix tonitruante interrompit. Marcus se retourna. C'était Charles Wellington, l'organisateur du gala et l'un des banquiers les plus puissants de New York. Charles ignora Marcus et inclina légèrement la tête vers Linda. « Mademoiselle Vance, » dit Charles avec une révérence sincère, « nous sommes honorés que vous ayez choisi de faire votre retour à la société avec nous. Votre table est prête. » Marcus sentit la pièce tourner. « Madame Vance, Charles, qu'est-ce qui se passe? C'est mon ex-femme. Elle n'est personne. » Charles regarda Marcus avec un mélange de pitié et de confusion. « Personne, Marcus? Ne savez-vous pas qui vous avez épousé? C'est Linda Vance. Comme dans l'héritage Vance Titanium, comme dans la présidente d'Evie Holdings. » Les mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Evie Holdings. Linda Vance. La couleur quitta son visage. Non. Marcus balbutia. C'est impossible. Elle est une graphiste. Elle coupe des coupons. Linda fit un pas de plus vers lui. La foule se pencha en avant, affamée de la mise à mort. J'étais une femme qui voulait être aimée pour qui elle était, pas pour ce qu'elle possédait, dit Linda. Sa voix claire et sonore. Je voulais construire quelque chose avec toi, alors je suis resté dans l'ombre. Je t'ai laissé penser que tu étais le génie. Je t'ai laissé penser que tu étais le pourvoyeur. Elle se pensa près, ses lèvres frôlant son oreille. Mais la pièce est finie, Marcus. Tu voulais un divorce. Tu en as eu un. Tu voulais que mon nom soit retiré, fait. Mais tu as oublié de demander d'où venait l'argent pour ta compagnie. Elle recula, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Je suis Evie Holdings, Marcus. Je possède 60% de ta dette et nous avons une réunion du conseil d'administration en ce moment même. La salle de conférence privée au niveau mezzanine de l'hôtel était insonorisée, mais le silence à l'intérieur était plus fort que n'importe quel cri. Marcus était assis à la longue table en acajou, ses mains tremblantes. Jessica avait été interdite d'entrer. Elle était actuellement en train de pleurer dans le hall. En face de Marcus était assis son directeur financier, David, qui avait l'air d'être sur le point de vomir. Et au bout de la table était assise Linda. Elle ne ressemblait plus à une ex-femme. Elle ressemblait à une PDG. La flanquant se trouvaient 3 avocats puissants et Julian, son arrangeur britannique. « Allons droit au but », dit Linda, ouvrant un dossier en cuir. « Vous voulez acquérir Vanguard Tech. Vous avez besoin de la liquidité pour le faire. » Linda, regarde. Marcus commença, essayant de convoquer son célèbre charisme. Il se pencha en avant, affichant son visage d'homme raisonnable. « Je sais que tu es blessé. Je comprends. Le divorce a été chaotique, mais c'est des affaires. Thorne Dynamics est au bord d'une percée. Si nous achetons Vanguard, l'action triple. Tu gagnes de l'argent, je gagne de l'argent. Ne laissons pas les émotions faire couler un accord d'1 milliard de dollars. » Linda le fixa. « Tu ne comprends toujours pas. Tu penses que c'est une négociation. » Elle fit glisser un document sur la table. « David, dit-elle au directeur financier,
Lisez le paragraphe 4, sous-section B du contrat d'investissement providentiel original. David ramassa le papier, ses mains tremblantes. Il ajusta ses lunettes. L'investissement principal d'AV Holdings est classé comme une note de calibre à haut risque. Marcus fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuez à lire. Linda commanda. Cela signifie, David déglutit difficilement, que le prêteur, AV Holdings, se réserve le droit de rappeler le montant principal total plus les intérêts immédiatement après la survenance d'un événement qualifiant. Et qu'est-ce qu'un événement qualifiant? Demanda Linda. David lut plus loin, son visage devenant cendre. Un événement qualifiant inclut un changement de l'état matrimonial du PDG. La pièce devint mortellement silencieuse. Marcus fixa le papier. Vous avez mis une clause de divorce dans l'investissement providentiel? Je ne l'ai pas fait, dit Linda calmement. Les avocats de mon père l'ont fait il y a 10 ans quand j'ai créé le trust. C'est une protection standard pour les actifs familiaux. Si j'épouse quelqu'un et que cette personne utilise mon argent pour construire une entreprise et puis me quitte, je récupère mon argent. Elle se pencha en arrière dans sa chaise. Le prêt est de 150 millions de dollars. Avec les intérêts composés sur 5 ans, vous me devez environ 210 millions de dollars. Je n'ai pas 210 millions en espèces, Marcus cria, se levant. Chaque centime est lié aux actions et à la nouvelle installation de R&D. Si vous réclamez ce prêt, vous mettez la société en faillite. Correct, dit Linda. Vous êtes fou. Marcus frappa son poing sur la table. Vous brûleriez votre propre investissement juste pour me faire enrager. Vous possédez des capitaux propres. Si la compagnie coule, vous perdez aussi. Marcus, dit Linda, sa voix tombant à un murmure plus terrifiant que ses cris. J'ai une valeur nette de 4 milliards de dollars. Perdre 100 millions est une déduction fiscale pour moi. Pour vous, c'est votre vie. Elle se leva et marcha vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je t'ai tout donné, Marcus. J'ai cuisiné tes repas. J'ai écouté tes présentations. Je t'ai tenu quand tu pleurais parce que tu avais peur d'échouer. Et quand tu as réussi, tu m'as regardé et as décidé que je n'étais pas assez brillante pour ta nouvelle vie. Tu m'as échangé contre une secrétaire et une couverture de magazine. Elle se tourna vers lui. Je rappelle le prêt. Vous avez 24 heures pour virer les fonds ou Eve Holdings déposera une demande de liquidation immédiate de Thorne Dynamics pour recouvrer les actifs. Vous ne pouvez pas faire ça, Marcus murmura, la panique s'installant finalement. Les actionnaires, le conseil répond à l'argent, dit Linda, et je suis l'argent. S'il vous plaît, Marcus supplia. L'arrogance était partie, il avait l'air petit. Linda, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je peux te donner un siège au conseil d'administration. Je peux te donner du crédit pour la fondation. Juste ne détruis pas l'entreprise. C'est mon héritage. Ton héritage? Linda haussa un sourcil. Cela m'amène au deuxième point. Elle fit un signe de tête à Julian. Julian s'avança et plaça un second document sur la table. Pendant votre mariage, Julian dit dans son accent britannique net, Mademoiselle Vance a beaucoup travaillé sur le code fondamental pour Leah Thorne. Nous avons des horodatage, des journaux de serveur et des commits originaux de son ordinateur portable privé, prouvant que 80% de l'algorithme de base a été écrit par elle. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Elle a aidé, mais c'était mon idée. Les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Le code l'est, dit Julian. Puisque Mme Vance n'était pas une employée et n'a signé aucun accord de cession de propriété intellectuelle, et puisque le travail a été fait avant l'incorporation de l'entité finale, elle possède le droit d'auteur sur le code de base. Linda sourit. J'émets un ordre de cesser et de s'abstenir. Marcus, vous êtes interdit d'utiliser l'algorithme. Sans lui, votre technologie n'est qu'une boîte métallique fantaisie. Marcus s'effondra dans sa chaise. C'était un échec et mat, un démantèlement total absolu de son existence. « Vous avez 24 heures », dit Linda, vérifiant sa montre en diamant. « Je suggère que vous commenciez à vendre la maison des Hampton et le penthouse et la voiture. » Elle se tourna pour partir. « Linda,
Marcus cria, le désespoir dans sa voix. Pourquoi? Pourquoi avez-vous attendu? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez? Linda s'arrêta à la porte. Elle ne se retourna pas. Parce que je voulais savoir si tu m'aimais ou l'argent, dit-elle. J'ai eu ma réponse. Elle sortit, laissant Marcus seul dans la salle de conférence silencieuse, le poids de sa propre avidité le réduisant en poussière. Alors qu'elle entrait dans le couloir, elle vit Jessica Miller assise sur un banc, du mascara coulant sur son visage. Jessica leva les yeux, voyant Linda. « Est-il d'accord? » Jessica demanda, sa voix tremblante. Linda s'arrêta. Elle regarda la fille qui avait aidé à détruire son mariage. Elle ne ressentait plus de colère, juste de la pitié. « Il est fauché, Jessica, » dit Linda simplement. « Techniquement, il est à environ moins 50 millions de dettes. Si j'étais toi, je rendrais cette bague avant que les huissiers ne viennent la chercher. » Linda marcha vers l'ascenseur, le son de ses talons claquant sur le sol de marbre, comme le tic-tac d'une horloge qui avait finalement manqué de temps. Le soleil du matin frappait les fenêtres du sol au plafond de penthouse de Marcus Thorne, mais pour la première fois, la lumière semblait exposante plutôt que triomphante. Marcus n'avait pas dormi. Il faisait les 100 pas dans le salon, son téléphone collé à son oreille. Le sol était jonché de tasses à café vides et des restes déchirés de la vie légale que Linda lui avait signifiée. « Que voulez-vous dire? Nous ne pouvons pas l'arrêter. » Marcus cria dans le téléphone. « Vous êtes le meilleur avocat de New York. Obtenez une injonction. Affirmez qu'elle a commis une fraude. Elle a menti sur son identité pendant 5 ans. Cela doit annuler le contrat. » À l'autre bout du fil, Sarah Jenkins semblait épuisée. « Marcus, écoutez-moi. Une omission n'est pas une fraude dans ce contexte. Elle a utilisé son nom légal. Vous n'avez jamais demandé à propos de sa famille. Le billet remboursable à haut risque est étanche. La banque est déjà en train de geler les comptes de l'entreprise. Si vous ne virez pas ce qu'est argent d'avant 17 heures, le shérif vient cadenasser les portes. Alors, retardez-les. » Marcus jeta le téléphone à travers la pièce où il s'est fissuré contre le mur de marbre. Il regarda autour. Le penthouse était silencieux. Jessica n'était pas là. Elle était partie il y a 1 heure, marmonnant quelque chose à propos d'aller chez sa mère. Il savait qu'elle ne reviendrait pas. Les rats fuyaient le navire. Mais Marcus Thorne n'était pas un rat. Il était un loup. Et un loup acculé est l'animal le plus dangereux vivant. Il attrapa son ordinateur portable. S'il ne pouvait pas gagner au tribunal, il gagnerait au tribunal de l'opinion publique. Il détruirait Linda avant qu'elle ne puisse détruire sa compagnie. 11 Atmall, la conférence de presse. Marcus installa un podium à l'extérieur du siège de Thorne Dynamics. Il avait appelé chaque grand média d'information. CNN, Fox, le New York Times. Ils étaient tous là. Ils sentaient le sang. Marcus sortit. Il avait l'air ébouriffé exprès. Pas de cravate, manches retroussées. Il voulait ressembler à la victime. Le génie travailleur attaqué par une héritière vengeresse. « Mesdames et messieurs, » Marcus commença, sa voix tremblante d'émotion feinte. « J'ai construit cette compagnie depuis un garage. J'ai versé ma sueur et mon sang dans Thorne Dynamics, mais aujourd'hui elle est attaquée. Non pas par des concurrents, mais par une femme en qui j'ai autrefois eu confiance. Les caméras zoomèrent. Mon ex-femme, Linda Vance, s'est révélée être une espionne d'entreprise et une fraudeuse. » Marcus mentit, se penchant vers le microphone. « Elle a caché son identité comme une milliardaire pendant tout notre mariage pour me manipuler. Maintenant, par dépit parce que notre mariage a échoué, elle utilise la richesse infinie de sa famille pour prendre hostilement le contrôle de l'œuvre de ma vie. Elle ne se soucie pas des employés. Elle ne se soucie pas de la technologie. Elle ne se soucie que de la vengeance. » Il essuya une fausse larme de son œil. « Je demande le soutien du public. Ne laissez pas le gros argent intimider l'innovation. Ne laissez pas Vance Titanium écraser le petit gars. C'était une brillante performance. » Pendant un instant, les reporters murmurèrent avec sympathie. Twitter commença à bourdonner. Un #SolveUsThorne commença à être tendance.
Marcus quitta la scène ressentant une poussée d'espoir. Il avait tourné le récit. Il était l'outsider maintenant. Mais il avait oublié une chose. Linda regardait. Et Linda ne jouait pas selon les règles de la manipulation. Elle jouait selon les règles de la vérité. 11:15 a.m., la fuite. Alors que Marcus retournait dans le hall, son téléphone a vibré. C'était une notification, puis une autre, puis un millier. Les écrans géants dans le hall de Thorne Dynamics, affichant habituellement les cours boursiers, clignotèrent soudainement. Le flux changea. C'était une vidéo. L'audio résonna dans le hall. C'était un enregistrement de l'intérieur de la salle de conseil daté d'il y a 3 ans. Narration vidéo. Marcus est assis les pieds sur la table, tenant un verre de scotch. Il parle à David, le directeur financier. Les investisseurs. Marcus rit dans la vidéo. Au diable les investisseurs et au diable le code. Une fois que nous entrerons en bourse, j'encaisse la moitié de mes actions. Je me fiche si la technologie fonctionne réellement à long terme. J'ai juste besoin qu'elle ait l'air bien pour le lancement. Si elle plante dans 2 ans, je serai sur un yacht en Méditerranée. David demande, « Qu'en est-il de Linda? Elle travaille 18 heures par jour sur le patch. » Marcus ricane. Linda est une bourreau de travail. Elle aime le labeur. Laissez-la taper. Je suis le visage. Personne ne se soucie de la personne qui écrit le code, David. Il ne se soucie que de la personne qu'il vend. Je la remplacerai la seconde où nous entrerons une bourse. La vidéo se termina. Le silence descendit sur le hall. Marcus resta figé, fixant son propre visage sur l'écran géant. Les employés qui s'étaient rassemblés pour regarder son discours se tournèrent pour le regarder. Leurs expressions allaient du choc à la haine pure. Il venait de dire au monde qu'il se souciait de l'entreprise. La vidéo prouvait qu'il était une fraude qui prévoyait de se débarrasser des actions et de les abandonner. Puis une deuxième notification frappa les cycles d'information. EV Holdings a publié l'audit complet de Thorne Dynamics. Cela montrait que Marcus avait détourné des fonds de l'entreprise pour payer l'appartement de Jessica, la bague en diamant et ses voyages à Saint-Tropez. Il avait facturé des dépenses de luxe personnelles comme consultation R&D. Le récit de l'outsider s'évapora en quelques secondes. Le hashtag #SauveThorne le gras fut instantanément remplacé par la prison de Seek en avant. Marcus se tourna pour courir vers l'ascenseur, mais 2 hommes en costume bloquaient le chemin. Pas des gardes de sécurité, des agents fédéraux. Marcus Thorne, l'agent principal, demanda, brandissant un insigne. « Nous avons un mandat pour votre arrestation concernant la fraude sur titre et le détournement de fonds. Veuillez vous retourner et placer vos mains derrière votre dos. » Alors que les menottes claquaient sur ses poignets, Marcus regarda par les portes vitrées. De l'autre côté de la rue, une Rolls-Royce Phantom noire était au ralenti. La vitre arrière descendit juste d'1 pouce. Il vit une paire de lunettes de soleil foncé et un éclair de rouge à lèvres. Linda le regarda être poussé à l'arrière de la voiture de police, puis la vitre remonta et la voiture s'éloigna dans le trafic de New York. Le vacillement d'un empire ne se produit pas avec un grand fracas. Il se produit avec le bruit sourd et terne d'un marteau en bois. 6 mois s'étaient écoulés depuis le raid du FBI sur Thorne Dynamics. Pendant ce temps, le monde que Marcus Thorne avait construit, un monde de murs de verre, de jets privés et de couvertures de magazines avait été méticuleusement démantelé, brique par brique. La marque était radioactive, l'action avait été radiée, se négociant à 0. Les actifs étaient gelés, saisis et maintenant finalement liquidés. L'enchère a eu lieu dans une salle d'événements anonyme et à haute sécurité à Midtown Manhattan, habituellement réservée aux faillites qui nécessitaient de la discrétion, mais il n'y avait rien de discret à ce sujet. C'était une frénésie alimentaire. La pièce était remplie de ce que le monde des affaires appelait des vautours, des gestionnaires d'actifs en difficulté, des patent trolls et des concurrents cherchant à nettoyer la carcasse pour des centimes sur le dollar. Marcus Thorne était assis au tout dernier rang. Il n'aurait pas dû être là. Son avocat lui avait déconseillé. « C'est du masochisme, Marcus », avait-il dit. «
N'allez pas les regarder vous enterrer. Mais Marcus ne pouvait pas rester loin. Il ressemblait à un fantôme de son ancien moi. Les costumes italiens sur mesure étaient une partie, saisis comme actifs ou vendus pour payer sa défense légale. Il portait une veste prête à porter qui était légèrement trop grande aux épaules, un indicateur frappant des 30 qu'il avait perdus à cause du stress. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, s'amincissaient et grisonnaient aux tempes. Il était assis les mains jointes fermement sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Personne ne lui parlait. Des hommes avec qui il avait dîné, des hommes qu'il avait reçus sur son yacht, passant devant lui comme s'il était un meuble. Il était pire que pauvre. Il était un paria, un fraudeur, l'homme qui a essayé de tromper la famille Vance et a été pris. Mesdames et messieurs, nous reprenons avec le lot 400. Le commissaire-priseur annonça qu'il était un homme sec et clinique, qui parlait avec l'efficacité sans émotion d'un croque-mort. Mobilier de bureau et images de marque exécutive de la suite du 50e étage. Marcus regarda son bureau, le massif bureau en acajou sculpté sur mesure où il avait signé les documents pour divorcer de Linda, être roulé sur la scène. Mis à prix 500 $, le commissaire-priseur déclara d'une voix monotone. 600, cria un homme au premier rang. Marcus le reconnut. C'était le PDG d'une start-up rivale, un homme que Marcus avait autrefois publiquement moqué lors d'une conférence TechCrunch. 700 $, vendu pour 700 $. Marcus sentit la bile monter à sa gorge. Ce bureau avait coûté 40 000 $. C'était un symbole de son pouvoir. Maintenant, il était vendu pour le prix d'un ordinateur potable d'occasion à un homme qui le brûlerait probablement pour du bois de chauffage juste pour l'ironie. L'enchère traîna pendant des heures. Marcus était assis dans un jour endurant la torture. Ils ont vendu l'or du hall. Ils ont vendu les baies de serveurs. Ils ont même vendu les machines à expresso. C'était un effacement systématique de son existence. Finalement, la pièce devint silencieuse. La climatisation bourdonnait, un léger ronronnement qui sonnait comme un souffle retenu. « Nous passons maintenant au dernier lot du jour », dit le commissaire-priseur, ajustant ses lunettes. Il regarda son pupitre, puis la foule. Lot 5, le portefeuille de propriété intellectuelle de Thorn Dynamics. Cela inclut tous les brevets enregistrés, la marque déposée et le code source de l'algorithme prédictif d'Ia Thorn. La pièce bougea. Les gens se redressèrent. C'était le prix. C'était le moteur qui avait porté la valorisation de l'entreprise à 1 milliard de dollars. Malgré le scandale, la technologie était réelle. Le code fonctionnait. Tout le monde le savait. Marcus se pencha en avant, son cœur martelant contre ses côtes. C'était son âme. Même s'il ne pouvait pas le posséder, il avait besoin de savoir qu'il allait à quelqu'un de digne. Peut-être Google, peut-être Microsoft, quelqu'un qui respecterait son génie. En raison des complexes charges légales entourant le droit d'auteur, le commissaire-priseur commença, choisissant ses mots avec soin. Et le litige en cours concernant la paternité, la mise à prix est fixée remarquablement basse. Est-ce que j'entends 1 million de dollars? Silence. Marcus fronça les sourcils. 1 million. Cela valait des milliards, 500 000. Le commissaire-priseur demanda, balayant la pièce du regard. Toujours le silence. Un murmure traversa la foule. Marcus réalisa avec horreur ce qui se passait. Personne n'en voulait. La poursuite que Linda avait intentée concernant sa paternité était si toxique, si en béton armé, qu'aucune entreprise ne voulait toucher au code. S'ils l'achetaient, ils achetaient aussi la poursuite. Linda Vance avait effectivement empoisonné le puits. Mesdames et messieurs, c'est un code heuristique entièrement fonctionnel, à la pointe de la technologie, dit le commissaire-priseur, sonnant désespéré. Est-ce que j'entends 100 000? Un homme en costume gris leva sa palette. 10 000. Le commissaire-priseur soupira. J'ai 10 000. Est-ce que j'entends 20? 15. Une autre voix appela. C'était humiliant. Ils enchérissaient sur l'œuvre de sa vie,
comme si c'était une voiture endommagée à une vente aux enchères de la police. Puis les portes à l'arrière du hall s'ouvrirent. Le lourd bruit sourd des doubles portes se fermant résonna à travers la pièce silencieuse. Les têtes se tournèrent. Linda Vance entra. Elle ne marchait pas comme une femme entrant dans une enchère. Elle marchait comme une reine entrant dans sa salle de trône. Elle portait un tailleur d'un blanc pur et aveuglant, un contraste frappant avec le gris et le noir de la pièce déprimée. Ses talons claquaient sur le sol en béton poli avec une précision militaire rythmique. Elle portait des lunettes de soleil foncé qu'elle retira lentement en marchant le long de l'allée centrale. Le commissaire-priseur marqua une pause. Les enchérisseurs baissèrent leurs palettes. Linda ne regarda pas la foule. Elle ne regarda pas Marcus. Elle marcha directement vers le premier rang où un siège avait été laissé vide comme si l'univers l'avait attendu. Elle s'assit, croisant les jambes, et plaça sa palette sur son genou. « Nous avons une offre de 15 000 $. Le commissaire-priseur balbutia, clairement déstabilisé par son apparition soudaine. « Est-ce que j'entende 20? » Linda ne leva pas sa palette. Elle parla simplement, sa voix claire, mélodique et portant à chaque coin de la pièce sans le besoin d'un microphone. 1 $, la pièce se figea. Le commissaire-priseur cligna des yeux. Je vous demande pardon, maman. 1 $, Linda répéta. Elle tourna légèrement la tête, balayant la pièce des capitalistes vautours. Son regard était flétrissant. Je suis Linda Vance. Je suis le principal détenteur de Leon sur la dette de cette société. Je suis aussi l'auteur vérifié de 80% du code dans ce lot. Si quelqu'un d'autre dans cette pièce en chair sur cet article, mon équipe juridique qui sont debout dehors vous signifiera une poursuite pour violation de droits d'auteur avant même que vous ne puissiez marcher jusqu'à votre voiture. Elle fit une pause, laissant la menace planer dans l'air comme une lame de guillotine. Alors elle sourit, une expression froide et terrifiante. Quelqu'un veut-il enchérir 2 $? Le silence était absolu. C'était lourd, suffocant. L'homme qui avait offert 15 000 $ baissa lentement sa palette et la posa sur le sol. Le PDG qui avait acheté le bureau regarda ses chaussures. Personne ne bougea. Personne ne respira. Et enchérir contre Linda Vance maintenant n'était pas juste un suicide financier. C'était un suicide social. Le commissaire-priseur regarda autour, essuyant la sueur de son front. Il savait qu'il n'avait pas le choix. J'ai une offre de 1 $, il croissa, une fois. Marcus sentit des larmes chaudes et piquantes dans ses yeux. Il voulait se lever. Il voulait crier. Objection. Il voulait vomir. 2 fois, Linda ne regarda même pas le commissaire-priseur. Elle regardait l'écran affichant la structure du code. Sa structure de code vieille, le commissaire-priseur murmura, claquant le marteau à Madame Vance. Le son du marteau le finalisa. C'était fini. L'héritage de Marcus Thorne avait été vendu pour moins que le prix d'une tasse de café. La pièce commença à se vider immédiatement. Les vautours avaient perdu leur proie. Ils rassemblèrent leurs mallettes et se hâtèrent vers les sorties, désireux d'échapper à l'aura suffocante de domination que Linda projetait. Linda se leva. Elle marcha vers le pupitre, signa le pavé de transfert numérique et accepta le petit disque dur noir contenant les clés maîtresses. Elle se tourna pour partir. Linda, la voix était craquée, brisée. Elle s'arrêta dans l'allée. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle prit une respiration, se composant, puis pivota lentement sur son talon. Marcus se tenait au bout du rang. Il avait l'air petit. La grandeur qu'il avait définie pendant 5 ans était partie, dépouillée pour révéler l'homme insécure et effrayé en dessous. « Bonjour, Marcus, dit-elle. Son ton n'était pas en colère. Ce n'était même pas triomphant. C'était indifférent. « Tu l'as pris, » Marcus murmura, sortant dans l'allée. Il marcha vers elle. « C'est pas lourd. Tu as vraiment tout pris. L'argent, la réputation et maintenant le code. Mon code. » « Ton code? » Linda haussa un sourcil. « Marcus, nous savons tous deux que tu n'as pas écrit une ligne de code depuis l'université. Tu étais le vendeur. J'étais l'architecte. J'ai construit la compagnie.
Marcus cria, sa voix résonnant dans le hall vide. Je l'ai présenté, j'ai obtenu les réunions, j'ai mis mon visage sur les magazines. Cela compte pour quelque chose. Oui, Linda hocha la tête. Cela a beaucoup compté. Cela t'a acheté un penthouse. Cela t'a acheté la célébrité. Cela t'a acheté un style de vie que tu as clairement apprécié. Elle fit un pas de plus vers lui, ses yeux durcissants. Mais tu as oublié la règle d'or des affaires, Marcus. Le vendeur est remplaçable. Le produit ne l'est pas. Marcus s'affaissa. Le combat le quitta. Qu'allez-vous en faire? Demanda-t-il, sa voix tremblante. Allez-vous le renommer? Lancer Vance AI? Me frotter au visage que vous pouvez le gérer mieux que moi? Non, dit Linda. Elle fouilla dans son sac à main et sortit le disque dur. Elle le tint levé entre eux. Je ne veux pas diriger une entreprise technologique, Marcus. Je ne l'ai jamais fait. Je voulais juste créer quelque chose qui aidait les gens. C'est pourquoi je l'ai écrit. Pour optimiser les triages hospitaliers, pour aider la logistique de secours en cas de catastrophe. Tu l'as transformé en un outil de maximisation des profits. Elle regarda le disque. Je le libère. Marcus la fixa. Quoi? Je libère le code source. Open source. Licence MIT. Depuis 10 minutes, mon équipe a déjà uploadé le dépôt sur GitHub. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent d'horreur. Vous ne pouvez pas. C'est des milliards de dollars en pays. Vous le donnez juste. Oui, dit Linda simplement. D'ici demain matin, chaque université, chaque hôpital, chaque start-up du monde aura accès à ce moteur. Ils peuvent l'utiliser, le modifier, l'améliorer gratuitement. Mais Marcus balbutia, son cerveau échouant à comprendre l'ampleur de son action. Mais alors il ne vaut rien. Pour toi, il ne vaut rien, corrigea Linda. Pour le monde, il est inestimable. Elle s'approcha, sa voix tombant à un murmure. Et tu sais la meilleure partie, Marcus. Puisque c'est open source, personne ne le possède, ce qui signifie que Thorn Dynamics n'a jamais vraiment existé. Dans 5 ans, personne ne se souviendra de l'entreprise. Personne ne se souviendra du cours de l'action et personne ne se souviendra de toi. C'était la punition ultime. Elle ne faisait pas que le mettre en faillite. Elle l'effaçait de l'histoire. Elle prenait son héritage et le dissolvait dans l'éther, en faisant une propriété commune. Il ne serait pas un méchant dans les livres d'histoire. Il ne serait rien. Marcus tomba à genoux. Le poids physique de la réalisation l'écrasa. Il sanglota, un son sec et haletant. Pourquoi? Il s'étouffa. Pourquoi ne m'as-tu pas juste quitté? Pourquoi as-tu dû brûler la terre? Linda le regarda. Pendant une seconde fugace, une ombre de la femme qui l'avait autrefois aimé passa sur son visage. La femme qui lui avait fait du café, qui lui avait noué ses cravates, qui avait cru en lui quand il n'était personne. Parce que tu n'as pas juste brisé mon cœur, Marcus, dit-elle doucement. Tu as brisé ma confiance en la bonté des gens. Tu m'as appris que le silence est dangereux, alors j'ai décidé de faire du bruit. Elle se détourna de lui, son tailleur blanc attrapant la lumière de l'enseigne de sortie. Au revoir, Marcus. Essaie de trouver un travail honnête. Cela construit le caractère. Elle sortit par les doubles portes, les laissant se balancer dans son sillage. Dehors, l'air était vif et sentait la pluie et l'échappement, l'odeur de la ville de New York. Une voiture noire élégante attendait au trottoir. Julian, son ami loyal et arrangeur, se tenait près de la porte ouverte. « C'est fait, maman? » demanda Julian. « C'est fait, » dit Linda, glissant sur le siège en cuir. Le téléchargement en direct sur tous les serveurs, Julian confirma. Le nombre de téléchargements est déjà par milliers. Les blogs tech les appellent le cadeau du siècle. Linda sourit. Elle appuya sa tête contre l'appui-tête et ferma les yeux. « Bien. Allons à l'aéroport. »« Oui, » dit Linda. « Florence, j'ai besoin de voir le soleil. » Alors que la voiture s'éloignait, se fondant dans le flux de taxis jaunes et de bus, Linda ne regarda pas en arrière la salle de vente aux enchères. Elle ne regarda pas en arrière les ruines de son mariage
ou l'homme agenouillé sur le sol de béton d'un hall vide. Elle le regarda en avant. À l'intérieur du hall, Marcus Thorne se leva finalement. Ses genoux étaient saupoudrés de saleté. Il vérifia ses poches. Son portefeuille était vide. Son téléphone avait été déconnecté ce matin-là pour non-paiement. Il sortit par la sortie latérale, émergeant dans une ruelle remplie de poubelles. Il commença à pleuvoir, une bruine froide et grise. Il releva son col. Il marcha jusqu'à la station de métro au coin de la rue. Il fouilla dans sa poche et trouva une carte de métro froissée avec quelques dollars restants dessus. Il la passa au tourniquet. Bip, allez. Il poussa à travers la barre métallique. Il se tenait sur le quai entouré d'étrangers, de navetteurs fatigués et de touristes. Personne ne le regarda. Personne ne savait que l'homme en costume mouillé et mal ajusté avait autrefois été le roi de New York. Le train arriva avec un grincement de métal sur métal. Les portes s'ouvrirent. Marcus entra et attrapa une poignée en plastique. Les portes se fermèrent, l'enfermant. Alors que le train cliquetait dans l'obscurité du tunnel, Marcus Thorne fixa son reflet dans la vitre sale. Un fantôme regarda en retour et puis le train disparut dans le noir. L'histoire de Linda et Marcus n'est pas juste un drame à propos d'un divorce. C'est une leçon brutale d'humilité et du danger de sous-estimer les gens qui vous aiment. Marcus pensait que le silence était une faiblesse. Il pensait que parce que Linda ne criait pas, elle n'avait pas de pouvoir. Il a appris trop tard que les personnes les plus silencieuses détiennent souvent les cartes les plus bruyantes. Linda n'a pas juste gagné une affaire judiciaire. Elle a démantelé un ego et a récupéré son identité, prouvant que le vrai pouvoir n'a pas besoin de se vanter. Il a juste besoin d'être prêt. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Linda? Auriez-vous pris la voie noble? Où était sa vengeance exactement ce que Marcus méritait? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque seul. Si vous avez apprécié cette histoire de justice servie froide, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui vous tiendra en haleine. À bientôt dans le prochain.